deuxième épisode de cette série d'été, Proust pour rire. À partir de l'anthologie de Laure Hillerin chez Flammarion, collection Chant, que je vous conseille. Si vous voulez entrer dans Proust, si vous êtes intimidé, si vous avez peur, lisez cette anthologie. La porte d'entrée du comique, un registre malheureusement trop méconnu chez Proust, alors pas méconnu des spécialistes, mais méconnu souvent du grand public. Eh bien, la porte d'entrée du comique est une excellente porte d'entrée. La dernière fois, j'avais lu des extraits sur la tante Léonie. Là, je voudrais vous parler de la duchesse de Guermantes, donc personnage important dans la recherche du temps perdu. Comme d'habitude, comme la dernière fois, je vais vous lire quelques extraits en lisant aussi les petites intros de Madame Hillerin. Ensorcelante et insupportable, Oriane, duchesse de Guermantes. Étonnant mélange de naturel et de sophistication, de spontanéité et de calcul, d'irrévérence audacieuse et de snobisme arrogant, de séduction désarmante et de cruelle indifférence. C'est la belle, élégante, désinvolte, ensorcelante et insupportable Oriane de Guermantes. La froide et méprisante duchesse de Guermantes, avec son esprit vif et son cœur obtus, sa mondanité frénétique et sa sincère conviction que rien ne l'ennuie autant que les mondanités. Donc ça, c'est une citation de l'écrivain anglais Edith Wharton. Le génie de la famille ou le paradoxe triomphant. Donc, unanimement reconnu et envié, le génie de la famille, l'esprit Guermantes, ne craint pas les contradictions. Dans la famille Guermantes, prôner la seule suprématie de l'intelligence et l'égalité des hommes aboutit à épouser un duc richissime. C'est précisément cet art du paradoxe qui fait le charme d'Oriane et de son salon. Dès sa première rencontre officielle avec la duchesse chez la marquise de Villeparisis, le narrateur le déchiffre à livre ouvert. S'amusant à y voir le flux d'une curiosité à l'égard des intellectuels célèbres, croisé en route le reflux du snobisme aristocratique. Donc, premier extrait, être ou n'être pas de son monde. Donc ça, c'est la première fois dans le côté de Guermantes où le narrateur voit la duchesse de Guermantes. D'un air souriant, dédaigneux et vague, tout en faisant la moue avec ses lèvres serrées, de la pointe de son ombrelle comme de l'extrême antenne de sa vie mystérieuse, elle dessinait des hérons sur le tapis, puis avec cette attention indifférente qui commence par ôter tout point de contact entre ce que l'on considère et soi-même, son regard fixait tour à tour chacun de nous, puis inspectait les canapés et les fauteuils, mais en s'adoucissant alors de cette sympathie humaine qu'éveille la présence même insignifiante d'une chose que l'on connaît, d'une chose qui est presque une personne. Ces meubles n'étaient pas comme nous, ils étaient vaguement de son monde, ils étaient liés à la vie de sa tante. Puis du meuble de Beauvais, ce regard était ramené à la personne qui était assise et reprenait alors le même air de perspicacité et d'une désapprobation que le respect de Madame de Guermantes pour sa tante l'eût empêché d'exprimer. Mais enfin, qu'elle eût éprouvé si elle eût constaté sur les fauteuils, au lieu de notre présence, celle d'une tache de graisse ou d'une couche de poussière. D'ailleurs, j'ai dit une petite bêtise, ce n'est pas la première fois que le narrateur voit la duchesse de Guermantes. Il l'avait vu avant, du côté de chez Swann, dans l'église de Combray. Alors maintenant, je vais vous lire des petits extraits de dialogues qui sont très savoureux et très drôles dans le côté de Guermantes, où ce que Laure Hillerin appelle les rosseries drôlatiques de la duchesse de Guermantes. On parlerait de punchline aujourd'hui, et il y a chez Proust un nombre assez considérable de punchlines tout à fait mémorables. Donc, rosserie drôlatique. Célèbre pour ses bons mots et son esprit de répartie, l'esprit Guermantes admiré par tout le faubourg Saint-Germain, Oriane exécute sans pitié ses congénères pour le plaisir de faire un bon mot. Petit florilège de ses rosseries burlesques et de son esprit de transgression. Donc, premier extrait de ces rosseries. C'est Monsieur Legrandin, dit à mi-voix Madame de Villeparisis. Il a une sœur qui s'appelle Madame de Cambremer, ce qui ne doit pas du reste te dire plus qu'à moi. Comment? Mais je la connais parfaitement, s'écria en mettant sa main devant sa bouche Madame de Guermantes. Ou plutôt, je ne la connais pas, mais je ne sais pas ce qui a appris à Bazin. Donc, Bazin, c'est Bazin de Guermantes, c'est son mari, le duc de Guermantes, qui rencontre Dieu sait tout le mari, de dire à cette grosse femme de venir me voir. Je ne peux pas vous dire ce que ça a été que sa visite. Elle m'a raconté qu'elle était allée à Londres. Elle m'a énuméré tous les tableaux du British Museum.
Tel que vous me voyez en sortant de chez vous, je vais fourrer un carton chez ce monstre. Et ne croyez pas que ce soit des plus faciles, car sous prétexte qu'elle est mourante, elle est toujours chez elle. Et qu'on y aille à 7 h du soir ou à 9 h du matin, elle est prête à vous offrir des tartes aux fraises. Mais bien entendu, voyons, c'est un monstre, dit Madame de Guermantes, un regard interrogatif de sa tante. C'est une personne impossible, elle dit plumitif, enfin, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire plumitif demanda Madame de Villeparisis à sa nièce. Mais je n'en sais rien, s'écria la duchesse avec une indignation feinte. Je ne veux pas le savoir, je ne parle pas ce français-là. Et voyant que sa tante ne savait pas vraiment ce que voulait dire plumitif, pour avoir la satisfaction de montrer qu'elle était savante autant que puriste, et pour se moquer de sa tante après s'être moquée de Madame de Cambremer, « Mais si, dit-elle avec un demi-rire que les restes de la mauvaise humeur jouée réprimaient. Tout le monde sait ça, un plumitif, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui tient une plume. Mais c'est une horreur ce mot, c'est à vous faire tomber vos dents de sagesse. Jamais on ne me ferait dire ça. Comment, c'est le frère? Je n'ai pas encore réalisé. Mais au fond, ce n'est pas incompréhensible. Elle a la même humilité de descente de lit et les mêmes ressources de bibliothèque tournante. Elle est aussi flagorneuse que lui et aussi embêtante. Je commence à me faire assez bien à l'idée de cette parenté. Mais voyons, Bazin, vous savez bien de qui ma tante veut parler. Donc là, on saute un passage. Mais voyons, Bazin, vous savez bien de qui ma tante veut parler, s'écria la duchesse avec indignation. C'est le frère de cet énorme herbivore que vous avez eu l'étrange idée d'envoyer venir me voir l'autre jour. Elle est restée 1 heure, j'ai pensé que je deviendrais folle. Mais j'ai commencé par croire que c'était elle qui l'était en voyant entrer chez moi une personne que je ne connaissais pas et qui avait l'air d'une vache. Écoutez, Oriane, elle m'avait demandé votre jour, je ne pouvais pourtant pas lui faire une grossièreté. Et puis voyons, vous exagérez, elle n'a pas l'air d'une vache, ajouta-t-il d'un air plaintif, mais non sans jeter à la dérobée un regard souriant sur l'assistance. Il savait que la verve de sa femme avait besoin d'être stimulée par la contradiction du bon sens qui proteste que, par exemple, on ne peut pas prendre une femme pour une vache. C'est ainsi que Madame de Guermantes, enchérissant sur une première image, était souvent arrivée à produire ses plus jolis mots. Et le duc se présentait naïvement pour l'aider, sans en avoir l'air, à réussir son tour, comme dans un wagon, le compère inavoué d'un joueur de bonneteau. « Je reconnais qu'elle n'a pas l'air d'une vache, car elle a l'air de plusieurs », s'écria Madame de Guermantes. « Je vous jure que j'étais bien embarrassé, voyant ce troupeau de vaches qui entrait en chapeau dans mon salon et qui me demandait comment j'allais. D'un côté, j'avais envie de lui répondre « Mais troupeau de vaches, tu confonds, tu ne peux pas être en relation avec moi puisque tu es un troupeau de vaches. » Et d'autre part, ayant cherché dans ma mémoire, j'ai fini par croire que votre Cambremer était l'infâme Dorothée qui avait dit qu'elle viendrait une fois et qui est assez bovine aussi, de sorte que j'ai failli dire « Votre Altesse Royale » et parler à la 3e personne à un troupeau de vaches. Elle a aussi le genre de gésier de la reine de Suède. Du reste, cette attaque de vive force avait été préparée par un tir à distance, selon toutes les règles de l'art. Depuis je ne sais combien de temps, j'étais bombardé de ces cartes, j'en trouvais partout, sur tous les meubles, comme des prospectus. J'ignorais le but de cette réclame. On ne voyait chez moi que marquis et marquise de Cambremer, avec une adresse que je ne me rappelle pas, et dont je suis d'ailleurs résolu à ne jamais me servir. Un autre extrait, un nom qui finit juste à temps. Enfin, ces Cambremer ont un nom bien étonnant. Il finit juste à temps, mais il finit mal, dit-elle en riant. Il ne commence pas mieux, répondit Swann. En effet, cette double abréviation, c'est quelqu'un de très en colère et de très convenable qui n'a pas osé aller jusqu'au bout du premier mot. Mais puisqu'il ne devait pas pouvoir s'empêcher de commencer le second, il aurait mieux fait d'achever le premier pour en finir une bonne fois. Autre extrait, les figurants de Madame de Sainte-Verte. Du reste, je ne sais pas si vous êtes très répandu dans la brillante société qui se trouve ici, mais je n'ai pas idée du nom de toutes ces étonnantes personnes. À quoi pensez-vous qu'ils passent leur vie en dehors des soirées de Madame de Sainte-Verte? Elle a dû les faire venir avec les musiciens, les chaises et les rafraîchissements. Avouez que ces invités de chez Belloir sont magnifiques. Est-ce que vraiment elle a le courage de louer ses figurants toutes les semaines? Ce n'est pas possible. Un nouvel extrait... Voilà, alors la table de Madame de Villeparisis, c'est un extrait très drôle aussi. Ce n'est pas une omelette, c'est un poulailler. Je dois dire, donc c'est toujours la duchesse de Guermantes qui parle, hein, je dois dire que cela arrive chez la tante Madeleine, Madame de Villeparisis, qu'on serve des choses en putréfaction, même des œufs. Et comme Madame d'Arpajon se récriait « Mais voyons, Philly, vous le savez aussi bien que moi, le poussin est déjà dans l'œuf. Je ne sais même pas comment ils ont la sagesse de s'y tenir. Ce n'est pas une omelette, c'est un poulailler, mais au moins, ce n'est pas indiqué sur le menu.
Vous avez bien fait de ne pas venir dîner avant-hier. Il y avait une barbue à l'acide phénique. Ça n'avait pas l'air d'un service de table, mais d'un service de contagieux. Vraiment, Norpois pousse la fidélité jusqu'à l'héroïsme. Il en a repris. Norpois, justement. Alors, le marquis de Norpois, hein, c'est un diplomate, autre personnage de la recherche du temps perdu, et qui est l'amant de Madame de Villeparisis. Bose Norpois. Dans ce passage, Oriane fait allusion à la liaison de longue date de sa tante Madame de Villeparisis avec le marquis de Norpois. Et je comprends très bien, ajouta-t-elle pour les autres, et faisant allusion à un projet de mariage que j'ignorais, que ma tante, qui ne l'amuse pas déjà beaucoup comme vieille maîtresse, lui paraissait inutile comme nouvelle épouse. D'autant plus que je crois que même maîtresse, elle ne l'est plus depuis longtemps. Elle n'a de rapport, si je peux dire, qu'avec le bon Dieu. Elle est plus bigote que vous ne croyez, et Bose Norpois peut dire, comme dans les vers de Victor Hugo, « Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. » Donc Bose est un personnage de la Bible, et là, Proust cite le poème de Victor Hugo intitulé « Bose endormi ». Vraiment, ma pauvre tante est comme ces artistes d'avant-garde qui ont tapé toute leur vie contre l'académie et qui, sur le tard, fondent leur petite académie à eux, ou bien les défroqués qui se refabriquent une religion personnelle. Alors, autant valait garder l'habit ou ne pas se coller. Et qui sait, ajouta la duchesse d'un air rêveur, c'est peut-être en prévision du veuvage. Il n'y a rien de plus triste que les deuils qu'on ne peut pas porter. Autre extrait, très court, mais très drôle, sur la politique, justement, et les élections. L'arrondissement du général de Montcerfeuil. Ce pauvre général, il a encore été battu aux élections, dit la princesse de Parme, pour changer de conversation. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est que la 7e fois, dit le duc de Guermantes, donc, qui, ayant dû lui-même renoncer à la politique, aimait assez les insuccès électoraux des autres. Il s'est consolé en voulant faire un nouvel enfant à sa femme. Comment cette pauvre madame de Montcerfeuil est encore enceinte, s'écria la princesse. Mais parfaitement, répondit la duchesse. C'est le seul arrondissement où le pauvre général n'a jamais échoué. Et un dernier extrait sur le prince de Guermantes. Alors il y a le duc de Guermantes et il y a le prince de Guermantes, hein, son cousin. Et là, la duchesse de Guermantes parle du prince de Guermantes et de son côté un petit peu vieux jeu, on va dire. Si cela vous amuse d'aller chez les hyénas, vous avez trop d'esprit pour faire dépendre vos actes de ce que peut penser ce pauvre homme, qui est une chère créature innocente, mais enfin, qui a des idées de l'autre monde. Je me sens plus rapproché, plus consanguine de mon cocher, de mes chevaux, que de cet homme qui se réfère tout le temps à ce qu'on aurait pensé sous Philippe le Hardi ou sous Louis le Gros. Songez que quand il se promène dans la campagne, il écarte les paysans d'un air bonasse avec sa canne en disant « Allez, Manan !» Je suis au fond aussi étonné quand il me parle que si je m'entendais adresser la parole par les gisants des anciens tombeaux gothiques. Cette pierre vivante a beau être mon cousin, elle me fait peur, et je n'ai qu'une idée, c'est de la laisser dans son Moyen-Âge. À part ça, je reconnais qu'il n'a jamais assassiné personne. Vous pouvez retrouver tous ces extraits de La recherche du temps perdu et bien d'autres dans cette anthologie de Laure Hillerin, Proust pour rire, que je vous recommande vivement. Donc c'est chez Flammarion, collection Chant. À bientôt pour une prochaine vidéo.